Le tribunal se sentait étrangement calme, presque trop calme pour un endroit où un mariage était sur le point de se terminer. Ce n'était pas le genre de silence rempli de chagrin ou de tension. C'était le genre qui vient quand un côté croit qu'ils ont déjà gagné. Michael Hayes était assis avec confiance à la table en bois poli, vêtu d'un costume de charbon de bois sur mesure, sa posture détendue, son expression légèrement amusée. Pour lui, cette audience de divorce n'était rien de plus qu'une formalité fastidieuse, quelque chose à traverser avant de retourner à ce qu'il considérait sa vraie vie. Les papiers de divorce étaient soigneusement empilés devant lui. Un stylo reposait dessus, attendant. Michael jeta un coup d'œil aux documents et sourit d'un air suffisant comme s'ils étaient en dessous de lui. Il avait signé des contrats valant des millions auparavant. Ceci n'était rien. Juste une autre signature, une autre fin lâche nouée. De l'autre côté de la pièce se tenait Emily Hayes, sa femme, du moins pour quelques minutes de plus. Elle avait l'air ordinaire, douloureusement ordinaire. Une robe simple, pas de bijoux, ses cheveux tirés en arrière soigneusement. Elle ne pleurait pas, elle ne se disputait pas, elle n'essayait même pas de se défendre. Elle se tenait simplement là tranquillement, les mains croisées devant elle, les yeux baissés. Pour Michael, ce silence confirmait tout ce qu'il croyait déjà à son sujet. Elle avait toujours été comme ça, passive, insignifiante, facile à ignorer. Le juge entra et tout le monde dans la pièce se leva. Quand ils se rassirent, le juge ajusta ses lunettes et baissa les yeux vers le dossier. Sa voix était calme, professionnellement détachée. « Monsieur Hay, dit le juge, vous comprenez les termes de ce divorce. » Michael répondit immédiatement. « Oui, votre honneur, complètement. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucun doute, aucune tristesse. En fait, il y avait quelque chose qui s'apparentait à un soulagement. Le juge hocha la tête et jeta un coup d'œil à Emily. « Madame Hayes. » Emily leva légèrement la tête. Son visage était calme, presque illisible. « Oui, votre honneur. » Michael se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Il la regarda brièvement, puis détourna le regard comme si elle ne requérait plus son attention. Dans son esprit, c'était déjà fini. Quelques instants plus tard, la discussion se tourna vers les actifs. Michael s'éclaircit la gorge et parla à nouveau, confiant, presque méprisant. Il n'y a pas d'actifs partagés à diviser. Tout ce qui a de la valeur a été acquis grâce à mes revenus. Ma femme ne possède rien de substantiel. Les mots restèrent en suspens. Quelques personnes dans la salle d'audience échangèrent des regards. Quelqu'un à l'arrière bougea inconfortablement, mais Michael ne le remarqua pas ou s'en moquait. Il se sentait justifié. Pour lui, il ne faisait que dire des faits. Le juge regarda Emily une fois de plus. « Contestez-vous cette déclaration? » Emily fit une brève pause, juste assez longtemps pour que le silence soit perceptible. Puis elle dit « Non, votre honneur. » Michael faillit rire. Il secoua légèrement la tête, comme amusé par la prévisibilité de la situation. Dans son esprit, l'accord d'Emily ne faisait que prouver ce qu'il avait toujours pensé, qu'elle connaissait sa place, qu'elle comprenait qu'elle n'avait rien sur quoi s'appuyer. Il prit le stylo, mais avant de signer, il s'arrêta lentement, délibérément, il leva les yeux vers elle. « Pas de rancune, » dit-il avec désinvolture, son ton presque gentil en surface, mais aigu en dessous. « C'est probablement pour le mieux. Vous vous débrouillerez, vous y arrivez toujours. Ce n'était pas de l'inquiétude, ce n'était pas de la sympathie, c'était de la condescendance. » Emily ne répondit pas, elle ne réagit pas, elle n'eut même pas l'air blessée. Elle hocha simplement la tête une fois. Cela troubla quelqu'un dans la pièce, mais pas Michael. Pour lui, son silence signifiait la défaite. Il se pencha en avant et signa les papiers. Le stylo gratta le papier lentement et délibérément. Une signature, puis une autre. Michael Hayes acheva le processus avec la même indifférence qu'il aurait pu montrer en signant un reçu. Quand il eut fini, il fit glisser les documents vers l'avant, un sourire satisfait toujours sur son visage.
À ce moment-là, Michael crut qu'il avait clos un chapitre. Il crut qu'il s'en était sorti indemne, intact, déchargé. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas encore savoir, c'est qu'il venait de signer la fin de quelque chose de bien plus grand qu'un mariage. Le juge accepta les papiers et commença à les examiner attentivement, page par page, ligne par ligne. Michael se pencha à nouveau en arrière, s'étirant légèrement, planifiant déjà mentalement le reste de sa journée. Déjeuner avec des collègues, peut-être des verres des plus sternes. Il s'imagina raconter l'histoire, l'embellissant d'humour. Elle n'a même pas combattu, dirait-il, n'a rien demandé. Pour lui, c'était la preuve de sa supériorité, preuve qu'il avait bien choisi en y mettant fin. Emily restait debout, calme, patiente. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'était pas soulagée. C'était presque comme si elle attendait. Non pas la fin du divorce, mais le début de quelque chose d'autre. L'atmosphère de la salle d'audience changea subtilement. Ce n'était rien d'évident. Pas de voix élevée, pas de mouvement soudain, juste une tension silencieuse s'installant comme la pression avant une tempête. Le juge marqua une pause. Michael le remarqua mais le rejeta. Les juges faisaient des pauses tout le temps. Procédure, formalité. Il n'avait aucune idée que les quelques instants suivants allaient démanteler tout ce qu'il croyait de sa femme, de lui-même et de la réalité qu'il pensait contrôler. Pour Michael Hayes, c'était la fin d'un mariage oubliable. En vérité, c'était le début d'une confrontation pour laquelle il n'était absolument pas préparé. 7 ans plus tôt, Michael Hayes avait cru faire un choix judicieux. Emily n'était pas le genre de femme qui faisait tourner les têtes en entrant dans une pièce, mais elle était calme, intelligente et simple, du moins le pensait-il. À l'époque, Michael gravissait rapidement les échelons de sa carrière. Longues heures, objectifs agressifs, concurrence constante. Emily s'intégrait parfaitement dans sa vie parce qu'elle n'en exigeait pas grand-chose. Elle ne poussait pas pour des vacances de luxe, ne le pressait pas pour l'argent, ne rivalisait pas pour l'attention. Pour Michael, cela ressemblait à la paix. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'un dîner tranquille. Alors que d'autres parlaient bruyamment de promotion, d'investissement et d'ambition, Emily écoutait plus qu'elle ne parlait. Quand elle parlait, c'était réfléchi, mesuré. Michael aimait ça. Il a confondu sa retenue avec de la simplicité et son humilité avec un manque de profondeur. Lors de leur 3e rendez-vous, Michael a parlé pendant près de 2 heures de ses projets, de l'endroit où il voulait être dans 5 ans, du genre de style de vie qu'il attendait, du respect qu'il croyait mériter. Emily écoutait sans interruption. À la fin, elle a souri et a dit « Cela semble important pour vous ». Michael a pris cela comme un soutien. Il n'a jamais pensé à demander ce qui comptait pour elle. Emily avait grandi en apprenant à disparaître à la vue de tous. La richesse l'avait entourée depuis sa naissance, mais pas comme les gens l'imaginaient. Il n'y avait pas de manoir flamboyant ni de moments de paparazzi. Son père, Robert Sinclair, l'avait élevée avec une règle avant toutes les autres. La vie privée était une protection. Son empire n'existait pas sur les couvertures de magazines ou les marchés boursiers publics. Il vivait derrière des trusts, des sociétés écrans et des salles de conseil discrètes où les noms n'étaient jamais prononcés à voix haute. Elle a appris très tôt que l'argent changeait les gens et pas pour le mieux. Alors, elle a choisi de s'en éloigner. Quand Michael a demandé sa main, il l'a fait avec confiance, presque pragmatiquement. Le mariage semblait être la prochaine étape logique. Emily a accepté sans hésitation. Non pas parce qu'elle était emportée, mais parce qu'elle croyait, peut-être naïvement, que Michael l'aimait pour qui elle était et non pour ce qu'elle pouvait offrir. Au cours des premières années, les choses ont fonctionné. Michael était occupé, souvent épuisé, et Emily s'est adaptée. Elle s'occupait de la maison, le soutenait lorsque des affaires échouaient, célébrait ses promotions discrètement. Elle ne le corrigeait jamais lorsqu'il supposait qu'elle dépendait de ses revenus. Elle ne mentionnait jamais les comptes qu'elle n'avait jamais touchés, l'héritage qu'elle n'avait jamais réclamé, le trust qui grandissait tranquillement année après année en son nom.
Avec le temps, le succès de Michael est devenu son identité. Il a commencé à tout mesurer et tout le monde par des résultats visibles, des titres, des salaires, de l'influence. Et Emily ne rentrait pas dans ces catégories, du moins pas celles qu'il respectait. Lorsque ses collègues amenaient leurs conjoints aux événements d'entreprise, vêtus de vêtements de créateurs et parlant un langage d'entreprise policé, Michael remarquait la différence. Il a commencé à sentir qu'Emily le faisait paraître plus petit. Il ne l'a jamais dit directement au début. Cela a commencé par des remarques subtiles, des suggestions qu'elle devrait faire plus, des questions sur si elle voulait être quelqu'un. Chaque commentaire portait l'hypothèse qu'elle était derrière lui, dépendante de lui, chanceuse d'être là. Emily entendait tout. Elle l'absorbait tranquillement. Elle a essayé d'expliquer une fois que la valeur n'était pas toujours bruyante, que l'ambition pouvait exister sans performance. Michael l'a écarté. Pour lui, cela sonnait comme des excuses. Les disputes sont devenues plus vives. Michael se plaignait qu'il portait tout le poids. Emily ne contribuait pas financièrement, ne comprenait pas son monde, ne se poussait pas. Il n'a jamais demandé pourquoi elle avait choisi une vie plus simple. Il n'a jamais considéré que cela pouvait être intentionnel. Quand le mot divorce a fait surface pour la première fois, Michael le dit avec désinvolture lors d'une dispute sur rien de significatif. Emily est restée silencieuse. Ce silence, autrefois réconfortant pour lui, l'irritait maintenant. Il l'interprétait comme de la faiblesse. Il a confondu son manque de résistance avec un manque de pouvoir. À partir de ce moment, Michael a réécrit leur histoire dans son esprit. Il s'est convaincu qu'il l'avait dépassée. Il ne s'est même pas passé, qu'elle avait plus profité de lui qu'il n'avait profité d'elle, que mettre fin au mariage n'était pas seulement justifié, mais nécessaire. Emily n'a pas combattu la décision. Elle n'a pas imploré. Elle n'a pas négocié. Elle n'a posé qu'une seule question. Êtes-vous sûr? Michael a répondu oui sans hésitation. Le processus juridique a avancé rapidement. Les avocats de Michael étaient efficaces, confiants. Ils voyaient une affaire simple. Un mari très rémunérateur, une femme sans actif visible, sans revendication, sans complications. L'avocat d'Emily a posé très peu de questions. Il a examiné les documents, a pris des notes et a dit peu de choses. Michael a trouvé cela amusant. Il l'a pris comme une confirmation supplémentaire qu'il n'y avait rien à découvrir. Ce que Michael n'a jamais remarqué, c'est à quel point Emily examinait attentivement chaque document avant de signer quoi que ce soit. Comment elle posait des questions spécifiques sur le libellé, sur la finalité, sur les décisions irrévocables. Pas une seule fois elle n'a mentionné l'argent. Pas une seule fois elle n'a fait allusion à ce qu'elle laissait derrière elle. Pour Michael, le déséquilibre était satisfaisant. Cela renforçait sa conviction qu'il était en contrôle, qu'il était celui qui avait le levier, qu'il était celui qui s'en sortait indemne. Mais sous cette histoire de surface, une autre vérité existait que Michael n'a jamais pris la peine de chercher. Emily n'évitait pas le conflit parce qu'elle était impuissante. Elle choisissait le moment. Elle ne perdait rien dans cette salle d'audience. Elle avait déjà choisi ce qu'elle valorisait, et ce n'était pas quelque chose que la loi pouvait diviser. Au moment où l'audience de divorce est arrivée, Michael se sentait victorieux. Emily se sentait résolue. Ils sont entrés dans la même salle d'audience portant des réalités entièrement différentes, façonnées par des hypothèses entièrement différentes. Michael croyait qu'il clôturait un chapitre où il avait donné plus qu'il n'avait reçu. Emily savait qu'elle clôturait une porte qui n'avait plus besoin d'être ouverte. Et aucun d'eux, surtout Michael, ne comprenait pleinement ce qui se passerait lorsque ces deux réalités entreraient finalement en collision. Les procédures de divorce se sont déroulées avec une efficacité qui n'a fait que renforcer le sentiment de supériorité de Michael. Chaque étape procédurale est semblée confirmer que cette affaire était exactement ce qu'il croyait qu'elle était, simple, prévisible et entièrement en sa faveur. Il répondait aux questions avec aisance, parlait clairement et ne faiblissait jamais. Pour quiconque regardait.
Il avait l'air d'un homme fermement maître de sa vie. Emily, d'autre part, est restée silencieuse. Elle répondait lorsqu'on lui parlait, mais n'ajoutait jamais plus que nécessaire. Elle n'interrompait pas. Elle ne contestait pas les déclarations de Michael. Ce silence est devenu une toile sur laquelle tout le monde projetait ses hypothèses. Pour Michael, c'était la preuve qu'elle n'avait rien à dire parce qu'elle n'avait rien à défendre. Lorsque le juge a demandé la pension alimentaire, Michael a laissé échapper un petit rire avant de se reprendre. « Votre honneur, je ne crois pas que cela sera nécessaire. Ma femme n'a jamais exprimé d'intérêt pour l'indépendance financière et je l'ai déjà généreusement soutenue tout au long du mariage. » Le mot « généreusement » plana dans l'air, lourd d'implications. L'avocat d'Emily n'a pas objecté. Il a simplement hoché la tête une fois, comme pour reconnaître une technicalité. Cette réaction a encore plus enhardi Michael. Il s'est redressé sur sa chaise, sa confiance grandissant avec chaque déclaration sans réponse. Il n'y avait pas que le juge et les avocats dans la pièce. Il y avait quelques observateurs, des clercs, une sténographe judiciaire, quelques personnes attendant leurs propres affaires. Il regardait tranquillement Michael parler, notant son ton, son aisance, la façon dont il semblait dominer l'espace. Certains ont piédé Emily, d'autres la remarquaient à peine. Michael remarquait tout. Il remarquait comment les yeux des gens le suivaient quand il parlait. Comment ils hochaient légèrement la tête, s'alignant inconsciemment sur son autorité. Il remarquait comment Emily semblait s'effacer en arrière-plan. Sa présence si discrète qu'elle était presque invisible. Cela le réjouissait plus qu'il ne voulait l'admettre. À un moment donné, le juge a demandé à Emily si elle souhaitait faire une déclaration avant la conclusion des procédures. Emily a fait une pause. La patte s'étira juste assez longtemps pour que Michael la regarde, les sourcils levés, un léger sourire aux lèvres. Il n'attendait rien. Peut-être un pipi, une phrase légère. Peut-être de la gratitude. Peut-être de la résignation. Au lieu de cela, Emily a dit tranquillement, « Non, votre honneur, je n'ai rien à ajouter. » Michael a expiré par le nez, amusé. Il s'est penché légèrement vers son avocat et a murmuré, « Je vous l'avais dit. » Son avocat n'a pas répondu. Il était concentré sur les documents devant lui, tournant les pages avec une minutie que Michael trouvait inutile. L'affaire était déjà gagnée. Tandis que le juge examinait les derniers documents, les pensées de Michael divaguaient. Il s'imaginait comment ce moment apparaîtrait rétrospectivement, avec quelle propreté il avait coupé les ponts, avec quelle décision il avait agi. Il se sentait justifié, non seulement en mettant fin au mariage, mais dans la façon dont il l'avait encadré. Dans son esprit, il était le rationnel, le pourvoyeur, celui qui avait donné des opportunités. Il jeta un nouveau coup d'œil à Emily. Elle se tenait exactement là où elle était depuis le début. Même posture, même expression calme, mais quelque chose l'irritait maintenant, non pas parce qu'elle était émotive, mais parce qu'elle ne l'était pas. Il s'attendait à au moins d'une lueur de regret, un signe visible que cela signifiait plus pour elle qu'elle ne le laissait paraître. Cette absence le troublait, bien qu'il refusât de le reconnaître. Le juge s'éclaircit la gorge. « Avant de finaliser ceci, dit-il, je veux confirmer que les deux parties comprennent les implications de cet accord. » Michael hocha immédiatement la tête. « Absolument. » Emily hocha également la tête. Michael ne put s'en empêcher. Il parla à nouveau, sa voix désinvolte, presque joueuse. « C'est assez simple, votre honneur. Nous étions juste deux personnes qui passaient à autre chose. » Rupture nette. Le juge l'étudia un instant de plus que nécessaire. Son expression resta neutre, mais ses yeux s'attardèrent comme s'il mesurait quelque chose sous la surface. Michael prit ce regard pour un examen de routine. L'avocat d'Emily se leva. « Votre honneur, dit-il, avec la permission de la Cour, nous souhaiterions soumettre un dernier élément au dossier. » La tête de Michael tourna brusquement. « Un dernier élément ?» répéta-t-il, incapable de cacher sa surprise dans sa voix. Le juge hocha la tête. « Allez-y. »
L'avocat d'Emily s'avança et déposa une enveloppe scellée sur le bureau du juge. Elle n'était pas épaisse, elle n'était pas dramatique, mais sa présence changeait l'énergie dans la pièce, d'une manière que Michael ne put expliquer immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Michael, à moitié souriant, à moitié agacé. « Une clarification », répondit calmement l'avocat. Michael rit. « Clarification de quoi? Elle a déjà dit qu'elle ne contestait rien. » Emily resta silencieuse. Le juge ouvrit l'enveloppe et scanna la première page. Son front se plissa légèrement. Il tourna la page puis une autre. La pièce redevint silencieuse, mais cette fois le silence était différent, lourd, concentré. Michael observait le juge attentivement maintenant. Il remarqua le subtil changement. La façon dont le juge se pencha légèrement en arrière. La façon dont ses doigts firent une pause sur le papier. Un éclair de quelque chose traversa son visage. Surprise peut-être ou inquiétude. Michael sentit un bref serrement dans sa poitrine. « Y a-t-il un problème? » demanda-t-il, essayant de garder un ton léger. Le juge ne répondit pas immédiatement. Il continua de lire. L'avocat d'Emily retourna à sa place sans un mot. Michael se sentit mal à l'aise. Pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, il ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. L'incertitude. Il se dit que ce n'était rien, un problème technique, une formalité mineure. Mais la façon dont le juge leva les yeux lentement, délibérément, suggérait le contraire. Michael jeta à nouveau un coup d'œil à Emily. Cherchant sur son visage des indices, elle croisa son regard brièvement. Son expression n'avait pas changé, toujours calme, toujours illisible. Mais il y avait autre chose maintenant. Pas de triomphe, pas de pitié, de la certitude. Et soudain, Michael réalisa quelque chose qui lui serra l'estomac. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le juge fixa les documents pendant plusieurs secondes sans parler. Ce n'était pas la pose désinvolte de quelqu'un qui parcourt des documents de routine. C'était le genre de silence qui suggérait qu'un poids venait d'être placé sur son bureau, quelque chose qu'il devait gérer avec soin. Michael essaya d'en rire, mais son rire fut plus faible qu'avant. « Votre honneur, dit-il, teintant d'un ton confiant. Est-ce vraiment nécessaire? Nous avons déjà tout convenu. » Le juge ne répondit pas à la tentative de charme. Il posa les papiers, ajusta de nouveau ses lunettes et regarda directement l'avocat d'Emily. « Conseil, dit le juge, vous soumettez une vérification d'identité et de statut de bénéficiaire. » « Oui, votre honneur, répondit l'avocat. Sa voix était calme, professionnelle, presque détaché comme un homme déclarant un simple fait. Michael cligna des yeux. « Statut de bénéficiaire », répéta-t-il à voix basse, comme si les mots n'avaient pas leur place dans la même pièce que son divorce. Le juge tourna son regard vers Emily. « Madame Hay, dit-il, les informations contenues dans ces documents sont-elles exactes? » Emily n'hésita pas. « Oui, votre honneur. » Le sourire de Michael vacilla. Pour la première fois, son expression confiante faiblit, remplacée par un air de légère irritation. « Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe ?» demanda Michael, jetant un coup d'œil à son propre avocat, comme s'il s'attendait à ce qu'il mette rapidement fin à cette absurdité. Le visage de son avocat s'était crispé. Il ne souriait plus. Il se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur le bureau du juge. Le juge prit une lente inspiration et parla d'un ton mesuré, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. « Monsieur Hay, dit-il, il semble y avoir des informations significatives liées à la situation juridique et financière de votre épouse qui n'ont pas été abordées auparavant dans ces procédures. » Michael riconna. « La situation financière de mon épouse? » Il se tourna vers Emily incrédule. « Elle n'a pas de situation financière. » Emily ne dit rien. Le juge poursuivit. Ces documents indiquent que Mme Hayes est la seule bénéficiaire d'une entité connue sous le nom de Sinclair Trust. Le nom ne signifiait rien pour Michael. Il haussa les épaules comme si cela était sans importance. D'accord, un trust. Et alors? Les gens ont des trusts. L'avocat d'Emily parla pour la première fois depuis la soumission de l'enveloppe. Votre honneur, si je peux clarifier, le Sinclair Trust n'est pas un trust familial typique.
C'est une structure de holding multinationale contrôlant un réseau privé d'actifs, de filiales et de comptes. Michael rit de nouveau, plus fort cette fois, forçant le rire. Faisons-nous sérieusement cela en ce moment? Mais la salle d'audience ne riait pas avec lui. Les mains de la sténographe avaient ralenti. L'un des clercs avait complètement cessé de bouger. Quelques observateurs se penchèrent subtilement, sentant le changement. Même l'avocat de Michael avait l'air mal à l'aise, comme s'il avait soudainement réalisé qu'il se tenait sur un terrain qui n'était pas solide. Le juge souleva la page supérieure et lut une ligne silencieusement, puis leva les yeux. « Monsieur Hayes, dit-il, ces documents estiment la valorisation du Sinclair Trust à environ 1 à 2 billions de dollars. » Pendant un instant, Michael ne réagit pas, non pas parce qu'il était calme, mais parce que son cerveau ne pouvait pas traiter la phrase. Le nombre ne rentrait pas dans sa compréhension de la réalité. C'était trop grand, trop absurde, trop impossible. Il cligna des yeux une fois, deux fois. Puis il rit, un son aigu et incrédule. Ce n'est pas réel. C'est une faute de frappe. L'expression du juge ne changea pas. Ce n'est pas une faute de frappe. Michael se tourna vers son avocat, sa voix montant. Dites-lui que c'est une erreur. Son avocat déglutit, les yeux toujours sur les documents. Michael, dit-il doucement, je ne pense pas que ce le soit. Le mot « pense » frappa Michael plus fort que le nombre. Son avocat ne le niait pas. Il ne le rejetait pas. Il hésitait. La poitrine de Michael se serra. Il regarda Emily de nouveau, cherchant désespérément son visage pour des indices. « Emily, » dit-il baissant la voix comme si cela devenait soudainement privé, malgré la salle d'audience pleine de témoins. « Qu'est-ce que c'est? » Emily soutint son regard. Ses yeux étaient calmes, mais il n'y avait plus de chaleur. « C'est vrai, » dit-elle. Michael secoua la tête presque violemment. « Non, non, ce n'est pas possible. Vous êtes une enseignante. Vous conduisez cette vieille voiture. L'expression d'Emily ne changea pas. J'ai choisi cette vie. » La bouche de Michael s'ouvrit, puis se referma. Son visage rougit. La colère se mêlant à la confusion, l'humiliation se mêlant à l'incrédulité. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce et réalisa que les gens le regardaient différemment maintenant. Pas avec admiration, pas avec sympathie. Il regardait comme s'il était le fou. Le juge parla à nouveau, la voix toujours contrôlée, mais maintenant teintée d'avertissement. « Monsieur Hayes, vous devez comprendre que cette divulgation change le contexte de l'accord que vous venez de signer. » Michael répliqua, désespéré de reprendre le contrôle. « Comment? Les papiers sont les papiers. Nous étions d'accord. Elle a dit qu'elle ne réclamait rien. » L'avocat d'Emily répondit calmement. « Correct, elle ne lui réclame rien. Elle s'assure simplement que la Cour reste consciente qu'elle n'est pas financièrement dépendante et qu'aucune pension alimentaire n'est requise ou demandée. » Michael le fixa. « Alors, elle est riche, dit-il, comme si le fait de le dire à voix haute le rendrait de nouveau ridicule. Et elle est tout simplement d'accord pour partir. » L'avocat d'Emily ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. La réponse se déroulait déjà sous les yeux de tous. Michael se tourna vers Emily, la voix se brisant maintenant malgré ses efforts pour la garder stable. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? » La réponse d'Emily fut simple. « Vous n'avez jamais demandé. » La mâchoire de Michael se serra. « Bien sûr, je n'ai pas demandé, » siffla-t-il. « Qui s'attend à ce que sa femme soit... Il s'arrêta parce qu'il ne trouvait pas les mots. Il ne pouvait pas dire « trillionnaire » sans avoir l'air fou. Le visage d'Emily resta composé, mais sa voix s'aiguisa légèrement pour la première fois. « Vous avez supposé, » dit-elle. « Vous avez tout supposé de moi. Vous avez supposé que j'étais en dessous de vous. Vous avez supposé que j'avais besoin de vous. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Il jeta un nouveau coup d'œil au juge, puis à son avocat, puis de nouveau à Emily, ses pensées cherchant désespérément une échappatoire. « Votre honneur, » dit soudainement Michael, se tournant vers le banc. « C'est
Je n'avais pas cette information. Je veux revoir l'accord. Le regard du juge se durcit. Monsieur Hayes, dit-il, vous avez signé volontairement sous serment, confirmant que vous compreniez l'accord et ses conséquences, à moins qu'il n'y ait des preuves de fraude ou de coercition. La Cour n'a aucune base pour ouvrir le règlement simplement parce que vous avez appris quelque chose sur lequel vous avez omis de vous renseigner. La gorge de Michael se serra. « Fraude ?» répéta-t-il, pointant du doigt Emily. « Elle a caché ça. C'est de la fraude. » L'avocat d'Emily se leva légèrement, la voix toujours calme mais ferme. « Votre honneur, Madame Hayes n'a rien déformé dans ses procédures. Elle n'a pas prétendu à la pauvreté. Elle n'a pas demandé de soutien. Elle n'a simplement pas divulgué de questions familiales privées qui étaient sans rapport avec le résultat demandé. Monsieur Hayes n'a jamais demandé, et Madame Hayes n'a jamais utilisé son statut pour le manipuler. » Les mains de Michael commencèrent à trembler. Il essaya de le cacher en les serrant en poing. Le juge baissa les yeux vers les documents une dernière fois. « Monsieur Hayes, dit-il, le divorce est finalisé tel que soumis. » Michael héleta. « Attendez !» Le juge leva la main, le coupant. « De plus, continua le juge, la Cour reconnaît que Madame Hayes est indépendamment soutenue et ne nécessite aucune assistance de Monsieur Hayes. Cette affaire est conclue. » Le maillet frappa. Le son résonna comme un coup de feu. Michael resta figé, fixant la table devant lui comme si les mots sur le papier s'étaient transformés en quelque chose de toxique. Il y a quelques minutes, il souriait, se moquait, certain. Maintenant, il ne pouvait même plus déglutir. Emily ne célébra pas. Elle ne sourit pas. Elle se tourna simplement légèrement comme si elle se préparait à partir. Michael la regarda, la panique montant. « Emily, » dit-il rapidement, se levant. « Emily, attendez, nous devons parler. » Emily s'arrêta une demi-seconde, elle ne regarda pas en arrière. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, mais chaque mot fut prononcé clairement. « Nous l'avons déjà fait, dit-elle. Pendant 7 ans, vous n'avez simplement jamais écouté. » Et puis elle s'éloigna, laissant Michael debout au milieu de la salle d'audience avec le monde entier, le regardant réaliser tout à coup qu'il venait de signer la perte de la seule chose qu'il n'avait jamais cru pouvoir perdre, son propre contrôle. Michael resta debout longtemps après qu'Emily ait quitté la salle d'audience. L'espace autour de lui sembla soudain vaste et hostile, comme si les murs eux-mêmes s'étaient déplacés vers l'extérieur, le laissant exposé. Les conversations reprirent tranquillement autour de lui. Des avocats chuchotant, des clercs organisant des dossiers, des gens passant à l'affaire suivante, mais chaque son semblait lointain, étouffé, irréel. C'était comme si le monde avait continué sans attendre qu'il le rattrape. Son avocat lui toucha le bras légèrement. « Michael, dit-il, gardant sa voix basse, nous devrions y aller. » Michael ne répondit pas au début. Ses yeux étaient fixés sur l'endroit vide où Emily s'était tenue quelques instants plus tôt. Il rejouait ces mots encore et encore dans son esprit. « Vous n'avez jamais demandé. » La simplicité de la phrase le hantait plus que le nombre ne l'aurait jamais pu. 1,2 billion de dollars. Le chiffre ne semblait toujours pas réel, mais l'humiliation, si. Alors qu'il se retourna finalement et sortit de la salle d'audience, il sentit des yeux sur lui. Non pas les regards respectueux auxquels il était habitué, non pas l'admiration subtile qu'il recevait souvent dans les espaces professionnels. Ceux-là étaient différents, curieux, connaisseurs. Certains étaient sympathiques, d'autres ouvertement critiques. Il imaginait ce qu'il pensait. Il imaginait comment l'histoire sonnerait une fois racontée. Dehors, le couloir semblait trop lumineux, trop bruyant. Michael desserra sa cravate, luttant soudainement pour respirer confortablement. Son avocat tenta de parler à nouveau, mais Michael leva une main, le faisant taire. « J'ai besoin d'1 minute, » dit Michael. Il s'appuya contre le mur, les paumes à plat sur la surface froide. Ses pensées s'emballaient, cherchant la logique, la justification, un moyen de recadrer ce qui venait de se passer. Il se dit qu'Emily l'avait trompé,
qu'elle avait dissimulé des informations cruciales, que toute personne raisonnable aurait fait la même chose que lui. Mais plus il essayait de se convaincre, plus l'histoire devenait fragile. Elle n'avait pas menti, elle n'avait rien demandé, elle ne l'avait même pas combattu. Elle s'était simplement tenue immobile pendant qu'il parlait, laissant ses propres mots faire le mal. La réalisation s'installa lentement, douloureusement. Il n'avait pas été déjoué par une manipulation astucieuse. Il avait été défait par sa propre arrogance. Au cours des jours suivants, les retombées commencèrent à se propager. Au début, c'était subtil. Un collègue lui envoya un message lui demandant s'il allait bien. Un autre fit une blague qui ne fit pas vraiment mouche. Quelqu'un lui transmit un article vague sur des affaires de divorce très médiatisées qui ne mentionnait aucun nom, mais portait un ton indubitable. Puis les appels commencèrent. Des amis qui ne lui avaient pas parlé depuis des mois voulurent soudainement prendre de ses nouvelles. D'anciens collègues posèrent des questions étrangement spécifiques sur les trusts et l'héritage. Des gens qu'ils connaissaient à peine laissaient entendre qu'ils avaient entendu quelque chose de surprenant. Michael réalisa que l'histoire se propageait plus vite qu'il ne pouvait la contrôler. Au travail, l'atmosphère changea. Les réunions étaient différentes. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Un associé principal le prit à part un après-midi, choisissant ses mots avec soin. « Nous attirons un peu l'attention, dit-il. Rien d'officiel, mais vous devriez être au courant. » Au courant de quoi? Michael voulait demander. Au courant que tout le monde savait maintenant qu'il était l'homme qui avait divorcé d'une trillionnaire sans s'en rendre compte. Au courant que son jugement, autrefois fiable, autrefois respecté, était maintenant d'une blague. La honte s'installa tranquillement, puis tout à coup, Michael commença à rejouer des années de conversation, des moments qu'il avait ignorés, des commentaires qu'il avait faits avec des involtures, les blagues, les suppositions, la façon dont il avait parlé d'Emily comme si elle était petite. Il se souvenait de la façon dont elle écoutait. Ed, quand il parlait de lui-même, la façon dont elle n'interrompait jamais, la façon dont elle ne se vantait jamais, ce qu'il avait autrefois vu comme du vide se révélait maintenant être de la retenue. Pendant ce temps, Emily disparut complètement. Pas de déclaration, pas d'interview, aucune reconnaissance publique de ce qui s'était passé. Ce silence autrefois ignoré semblait maintenant assourdissant. Il devint partie du récit mystérieux, contrôlé, digne. Les gens l'admiraient. Michael, d'autre part, ne pouvait échapper à ses propres réactions. Chaque tentative de s'expliquer semblait défensive. Chaque justification le faisait paraître pire. Il commença à éviter les événements sociaux. Il cessa de répondre aux appels. Il passait des nuits éveillé à fixer le plafond, se demandant comment il avait si complètement mal jugé quelqu'un. Un soir, seul dans son appartement, Michael se versa un verre qu'il ne voulait pas vraiment. Il s'assit sur le canapé et fixa son téléphone, faisant défiler de vieilles photos, des vacances qu'il avait considérées modestes, des dîners dont il se souvenait à peine. Emily souriant doucement en arrière-plan de sa vie, ne demandant jamais d'attention, n'insistant jamais sur la reconnaissance. Il pensa au moment dans la salle d'audience où il s'était moqué d'elle, la cruauté désinvolte de cela, la confiance avec laquelle il croyait être au-dessus d'elle. Ce souvenir brûlait. Pour la première fois, Michael ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Du regret, non pas pour avoir perdu de l'argent. Il n'y avait de toute façon jamais eu accès, mais pour avoir perdu la chance de connaître la personne qu'il avait rejetée, pour avoir confondu le pouvoir avec la valeur ou supposé que le silence signifiait l'absence. Il essaya une fois de la contacter. Il tapa un message, l'effaça, en tapa un autre. Rien ne sonnait juste. Tout semblait trop tard. Il n'envoya jamais rien. Emily passa à autre chose sans lui, non affecté par le chaos dans lequel il se noyait. Sa vie n'avait pas besoin de changer parce qu'elle ne l'avait jamais construite sur les apparences. Celle de Michael, si. Les jours se transformant en semaines, une vérité devint impossible à éviter.
La salle d'audience n'avait pas révélé le secret d'Emily. Elle avait révélé son caractère. Et cette prise de conscience le suivait partout. Plus lourd que n'importe quel chiffre, plus fort que n'importe quel titre, impossible à fuir. Emily avait appris bien avant de rencontrer Michael que le pouvoir ne s'annonçait pas. Grandir en tant que fille de Robert Sinclair signifiait vivre dans l'ombre de quelque chose de vaste, quelque chose de délibérément caché. La richesse de son père n'était jamais discutée aux tables du dîner, jamais affichée en bijoux ou en voiture, jamais utilisée comme levier dans les conversations. Au lieu de cela, elle existait tranquillement, protégée par des couches d'anonymat et de distance légale. Dès son plus jeune âge, Emily a compris que l'argent, lorsqu'il était visible, attirait le mauvais genre d'attention. Lorsqu'il était invisible, il offrait la liberté. Robert Sinclair était un homme qui croyait que le vrai contrôle venait d'être sous-estimé. Il a appris à Emily à observer plutôt qu'à performer, à écouter plutôt qu'à dominer. La personne la plus bruyante dans la pièce, lui a-t-il dit un jour, est rarement celle qui a le vrai pouvoir. Ces mots sont restés avec elle, façonnant la façon dont elle se déplaçait dans le monde. Elle a appris à s'habiller simplement, à parler avec soin, à ne jamais offrir d'informations qui n'avaient pas besoin d'être partagées. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle valorisait la vie privée plus que la validation. Lorsqu'elle a choisi de vivre une vie ordinaire, ce n'était pas un acte de rébellion contre son héritage. C'était une décision consciente de se définir en dehors de celui-ci. Elle est devenue enseignante parce qu'elle aimait le travail, pas parce qu'elle avait besoin du salaire. Elle conduisait une vieille voiture parce qu'elle était fiable, pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre mieux. Chaque choix qu'elle faisait était intentionnel, fondé sur la conviction qu'une vie tranquille était une vie protégée. Michael n'a jamais vu cela. Il a vu l'absence là où il y avait de la retenue. Il a vu la simplicité là où il y avait de la discipline. Dans son monde, la valeur devait être visible pour compter. Les titres importaient, les chiffres importaient, la reconnaissance importait. Si quelque chose ne pouvait être mesuré ou admiré, autant qu'il n'existe pas. Cette différence a défini leur mariage plus que l'un d'eux ne l'a réalisé. Michael a construit son identité sur l'élan. Chaque promotion alimentait la suivante. Chaque succès exigeait une reconnaissance. Il parlait du pouvoir comme de quelque chose gagné par la visibilité, en se prouvant encore et encore. Emily écoutait, non pas parce qu'elle manquait d'opinion, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de rivaliser. Elle avait déjà vu ce que l'ambition débridée pouvait faire aux gens. Elle avait grandi entourée d'hommes qui en voulaient toujours plus, même quand ils avaient tout. Elle avait vu comment cela les vidait. Il y a eu des moments où elle a concédé, a relu en disant la vérité à Michael, non pour la validation, mais pour combler le fossé entre eux. Chaque fois, elle hésitait, non pas parce qu'elle cachait quelque chose de honteux, mais parce qu'elle sentait comment cela changerait la dynamique. Elle savait qu'une fois l'information existante, elle définirait la façon dont il la voyait, et elle voulait être aimée sans elle. Michael n'a jamais créé d'espace pour ce genre de vulnérabilité. Il posait des questions qui supposaient des réponses. Il écoutait sélectivement. Il mesurait la contribution d'une manière qui excluait tout ce qu'Emily offrait. Avec le temps, elle a réalisé que même si elle parlait, il ne l'entendrait pas. Pas vraiment. Quand le mariage a commencé à se fracturer, Emily a ressenti de la tristesse, mais pas de surprise. La distance entre eux n'était pas apparue du jour au lendemain. Elle avait grandi tranquillement, nourrie par des suppositions et des croyances non examinées. Lorsque Michael a décidé de partir, elle n'a pas résisté. Non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle comprenait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Que s'accrocher à quelqu'un qui ne valorisait que les apparences était une bataille perdue d'avance. La salle d'audience est devenue l'endroit où ces deux visions du monde sont finalement entrées en collision. Emily n'a pas révélé la vérité pour punir Michael. Elle ne l'a pas fait pour récupérer le pouvoir ou se venger. Elle l'a fait parce que la précision importait. La Cour avait besoin de savoir qu'elle était indépendante, qu'elle n'était pas vulnérable, qu'elle ne nécessitait ni protection ni provision.
C'était une correction factuelle, rien de plus. Michael l'a interprété comme une trahison parce que cela brisait le récit qu'il s'était construit. Dans son esprit, il était le pourvoyeur, celui qui réussissait, l'homme influent. Au lieu d'apprendre que sa femme avait toujours existé en dehors de cette hiérarchie, ne l'a pas seulement embarrassé. Cela a invalidé le fondement de son image de soi. Pour Emily, le moment n'était pas triomphant, il était clarifiant. Il a confirmé ce qu'elle pressentait depuis des années, que Michael valorisait l'idée du pouvoir plus que sa substance, qu'il respectait le statut plus que le caractère, qu'il confondait le silence avec la faiblesse parce qu'il n'avait jamais appris à s'y sentir à l'aise. Après le divorce, Emily est retournée à la vie qu'elle avait choisie. Matin tranquille, travail utile, routine privée. La richesse attachée à son nom est restée là où elle avait toujours été, gérée, distante, discrète. Elle ne s'est pas précipitée dans sa vie pour compenser la perte. Elle n'en avait pas besoin. Le monde de Michael, par contraste, semblait soudainement instable. Les structures sur lesquelles il comptait, réputation, perception, admiration, se sont avérées fragiles une fois exposées à l'examen. Il a commencé à comprendre trop tard que le pouvoir construit sur la comparaison s'effondre au moment où la comparaison change. Emily n'a jamais tendu la main pour s'expliquer. Elle ne devait de récit à personne. La vérité avait parlé d'elle-même. Ceux qui la comprenaient n'avaient pas besoin d'élaboration. Ceux qui ne la comprenaient pas ne le feraient jamais. En fin de compte, la plus grande divergence entre eux n'était pas l'argent ou le statut, mais la conscience. Emily avait toujours su qui elle était avec ou sans son héritage. Michael s'était défini par ce qu'il semblait d'avoir, sans jamais remettre en question ce qui se cachait en dessous. La salle d'audience n'avait pas révélé une fortune secrète. Elle avait révélé deux philosophies de vie se faisant face, et une seule d'entre elles était fondée sur quelque chose qui durait. Il n'y avait pas un seul titre qui capturait ce qui s'était réellement passé dans cette salle d'audience. Les gens l'ont réduit à un spectacle, une blague, une statistique choquante destinée à provoquer l'incrédulité. Ils se sont concentrés sur le nombre parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sous-jacente. 1 billion de dollars semblait absurde, irréel, presque fictif. Mais la vraie histoire n'avait jamais été une question d'argent. Elle avait été une question de perception et de la facilité avec laquelle les gens confondent la visibilité et la valeur. Michael avait vécu sa vie en croyant que la valeur était quelque chose que l'on prouvait extérieurement. Il croyait que le succès s'annonçait, que le pouvoir exigeait la reconnaissance, que le respect se gagnait par la domination. Chaque choix qu'il faisait renforçait cette croyance. Il parlait fort, il s'affirmait, il mesurait les gens par ce qu'ils pouvaient montrer, et parce que le monde récompense souvent la confiance, personne ne l'avait jamais forcé à la remettre en question. Emily existait entièrement en dehors de ce cadre. Elle comprenait quelque chose que Michael n'avait jamais eu la patience d'apprendre, que la force n'a pas besoin de validation, que le silence n'est pas l'absence de pouvoir, mais souvent sa dissimulation. Elle ne performait pas le succès parce qu'elle n'avait pas besoin d'approbation. Elle ne s'expliquait pas parce que l'explication invite au jugement. Et elle ne révélait pas son héritage parce que cela aurait déformé chaque interaction qu'elle avait. Ce qui s'est passé dans la salle d'audience n'était pas un renversement de fortune. C'était une correction d'hypothèse. Michael a supposé que parce qu'Emily vivait modestement, elle était dépendante. Il a supposé que parce qu'elle ne se disputait pas, elle n'avait rien à dire. Il a supposé que parce qu'elle ne rivalisait pas, elle avait déjà perdu. Chaque hypothèse lui semblait logique, renforcée par un monde qui célèbre la visibilité et assimile le bruit à l'influence. Au moment où ces hypothèses se sont effondrées, l'identité construite sur elles s'est effondrée aussi. L'humiliation dans sa forme la plus pure n'est pas l'embarras public. C'est la réalisation soudaine que l'histoire que vous vous êtes racontée sur qui vous êtes est fausse, que la hiérarchie sur laquelle vous vous reposiez était imaginaire,
que la confiance que vous preniez pour de la perspicacité était en fait de l'ignorance. Michael n'a pas seulement perdu la face ce jour-là, il a perdu le cadre à travers lequel il se comprenait. Emily, pendant ce temps, n'a rien gagné qu'elle n'avait déjà. C'est ce qui a rendu le contraste si frappant. Elle n'a pas monté, il est tombé. Elle n'a pas changé. Son monde, oui. Son pouvoir n'avait jamais dépendu de la reconnaissance de la salle d'audience. Il existait indépendamment de qui y croyait. La leçon a déstabilisé les gens parce qu'elle remettait en question un mensonge réconfortant selon lequel on peut toujours identifier la force à son apparence. Que ceux qui semblent calmes sont en retrait. Que la simplicité signale le manque. L'histoire a forcé les observateurs à confronter la fréquence à laquelle ils portent les mêmes jugements que Michael. La fréquence à laquelle ils rejettent ce qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement. Elle a posé une question inconfortable. Combien d'Emily ont été sous-estimées parce qu'elles ne manifestaient pas le pouvoir de manière familière? Combien de Michael ont confondu la confiance avec la profondeur et le contrôle avec le caractère? Le vrai pouvoir s'annonce rarement. Il n'a pas besoin d'intimider ou d'impressionner. Il ne se précipite pas pour corriger les idées fausses parce qu'il n'en est pas menacé. Il attend. Il observe. Et lorsque la clarté est requise, il parle une fois, précisément. Le choix d'Emily de ne pas se battre n'était pas une capitulation. C'était de la sélectivité. Elle n'avait pas besoin de gagner un argument pour avoir raison. Elle n'avait besoin que de s'assurer que la vérité existait là où elle importait. Après cela, elle s'est retirée, libérée du besoin de s'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui elle était. La chute de Michael n'est pas qu'il s'est moqué de sa femme. C'est qu'il n'a jamais remis en question pourquoi il se sentait en droit d'eux. Il n'a jamais examiné la croyance que la valeur doit être visible pour être réelle. Il n'a jamais considéré que les gens qui l'ignoraient pouvaient choisir l'invisibilité et non en souffrir. La salle d'audience n'a pas créé le déséquilibre entre eux. Elle l'a révélé. Par la suite, les observateurs ont débattu si Emily aurait dû lui dire plus tôt si retenir la vérité était juste. Mais la justice se pose l'obligation, et l'obligation exige le respect. Emily n'avait aucune obligation de corriger des suppositions qu'elle n'avait jamais invitées. Michael avait toutes les occasions de demander, d'écouter, de la voir comme plus qu'un reflet de sa propre importance. Il a choisi de ne pas le faire. Ce choix, ce fut le vrai verdict. Des histoires comme celle-ci persistent parce qu'elles touchent une corde sensible. Elles rappellent aux gens que l'arrogance porte souvent le masque de la certitude et que la certitude sans curiosité est dangereuse. Elles exposent avec quelle facilité les gens réduisent les autres à des rôles, des étiquettes et des apparences. Et elles suggèrent discrètement mais fermement que les personnes les plus puissantes dans la pièce sont souvent celles que personne ne regarde. En fin de compte, Michael a perdu le contrôle parce qu'il croyait l'avoir déjà. Emily a gardé le sien parce qu'elle n'a jamais eu besoin de le prouver. Cette différence n'est pas seulement le cœur de cette histoire, c'est l'avertissement qui y est caché. Parce que la prochaine fois que quelqu'un sous-estimera le silence, ignorera la simplicité ou se moquera de la retenue, il pourrait ne pas faire face à de la faiblesse du tout. Il pourrait se tenir devant un pouvoir qui ne s'est simplement pas encore présenté. Des semaines après l'audience, Michael entendait toujours le son du maillet dans sa tête. Il apparaissait à des moments étranges alors qu'il était sous la douche, alors qu'il était coincé dans les embouteillages, alors qu'il fixait son ordinateur portable en faisant semblant de travailler. Ce n'était pas le son littéral qui le hantait, c'était ce qu'il représentait. Le moment où tout ce qu'il pensait savoir a pris une forme différente. Les gens autour de lui sont finalement passés à autre chose, parce que c'est ce que les gens font. Ils ont trouvé de nouvelles histoires, de nouveaux scandales, de nouveaux titres à commenter. Les blagues sont devenues moins fréquentes. Les chuchotements se sont estompés. Mais pour Michael, le silence qui a suivi était pire que le bruit. Sans la réaction publique à blâmer, il était seul avec lui-même, seul avec la vérité inconfortable que la salle d'audience n'avait pas détruit sa vie, sa propre certitude aveugle l'avait fait.
Il a essayé de reconstruire l'histoire d'une manière qui le ferait se sentir moins stupide. Au début, il s'est dit qu'Emily l'avait trompé, qu'elle avait caché la vérité intentionnellement pour le faire paraître petit, qu'elle avait tendu un piège et qu'il y était tombé. Mais plus il rejouait la chronologie, plus cette explication devenait faible. Emily ne l'avait pas provoqué, elle ne l'avait pas poussé, elle ne s'était même pas défendue. Elle était seulement restée immobile pendant qu'il parlait, laissant ses propres mots faire le mal. Cette prise de conscience le força à un endroit qu'il détestait, l'autoréflexion. Il se souvint des premiers jours de leur mariage. La façon dont Emily écoutait tranquillement quand il parlait d'affaires et de promotion. Il avait supposé qu'elle était impressionnée. Maintenant, il se demandait si elle avait simplement été patiente. Il se souvint comment elle suggérait de petits changements pratiques à son style de vie. Des matins plus lents, moins de nuits tardives, plus de temps loin de la compétition constante. Il avait rejeté ces suggestions comme de la faiblesse. Maintenant, il les voyait différemment, comme une sagesse qu'il avait été trop bruyant pour entendre. Il pensa à la phrase qu'il avait utilisée au tribunal. Elle ne possède rien de valeur. L'arrogance de cette phrase le rendait physiquement malade. Non pas parce que la déclaration avait été fausse sur le papier, mais à cause de ce qu'elle révélait de lui. Il avait défini la valeur si étroitement qu'il pouvait regarder un être humain, quelqu'un qui avait partagé sa vie pendant 7 ans, et la réduire à un nombre, un bilan d'actifs, une contribution visible. Emily n'avait jamais demandé de reconnaissance pour les choses qu'elle faisait. Elle avait été celle qui se souvenait des anniversaires, maintenait le foyer en ordre, planissait les conflits avec sa famille, portait le poids émotionnel quand il était trop occupé pour le remarquer. Michael avait appelé cela « rien », parce que ce n'était pas bruyant, parce que ce n'était pas rentable, parce que cela n'était pas accompagné d'un titre. La vérité était qu'Emily avait été forte d'une manière qu'il ne respectait pas, parce qu'il ne les comprenait pas. De l'autre côté de la ville, Emily continuait à vivre la vie qu'elle avait toujours choisie. Elle retourna à sa classe, elle corrigea les devoirs. Elle assista à des réunions. Elle sourit poliment à des collègues qui n'avaient aucune idée de ce que son nom de famille signifiait dans des pièces cachées à travers le monde. La richesse attachée à son identité resta protégée derrière des structures que la plupart des gens ne verraient jamais. Et elle la traita comme un bruit de fond. Mais elle fit un changement. Non pas le genre que le public attendrait. Pas un manoir, pas un jet privé, pas un geste qui ferait la une des journaux. Elle créa discrètement un fonds de bourse à son école. Pas de communiqué de presse, pas de marque. Il couvrait les déjeuners des enfants dont les parents avaient des difficultés. Il payait des livres. Il finançait des programmes parascolaires. Elle ne mit pas son nom sur une plaque. Elle ne demanda pas d'applaudissements. Elle rendit simplement le monde légèrement meilleur de la manière qu'elle l'avait toujours fait, sans performance. Michael ne connaîtrait jamais les détails de ce qu'elle faisait. Il ne faisait plus partie de sa vie. C'était là tout l'intérêt. Il y eut des moments où il voulut la contacter, non pas pour demander quoi que ce soit. Il comprenait à quel point cela serait pathétique, mais pour s'excuser, pour lui dire qu'il voyait enfin ce qu'il avait manqué. Pourtant, chaque fois qu'il rédigeait un message, cela sonnait faux. Trop tard, trop égocentrique, trop axé sur le soulagement de sa culpabilité plutôt que sur le respect de ses limites. Alors, il n'envoya rien. Et dans ce silence, il comprit enfin quelque chose qu'Emily avait toujours su. Parfois, la chose la plus respectueuse que l'on puisse faire est d'accepter que l'on ne vous doit pas une autre chance. Des mois passèrent. La carrière de Michael se rétablit de petite manière. Il retrouva du travail, bien que pas au même niveau. Il assista aux réunions avec moins d'arrogance. Il parla avec plus de prudence. Il apprit à lire les ambiances au lieu de les dominer. Les gens supposèrent qu'il avait mûri. Ils ne connaissaient pas la vérité plus profonde qu'il avait été dépouillé par un moment qu'il ne pourrait jamais annuler. Il porta cette leçon comme une cicatrice, invisible mais permanente. L'histoire racontée par des étrangers,
mettait toujours l'accent sur le rebondissement, le secret des trusts, le trust de 1 000 milliards de dollars, le mari qui se moquait et signait. Mais ce n'était que la surface. Le vrai rebondissement était plus silencieux et bien plus courant. Un homme sous-estimait quelqu'un qu'il prétendait aimer parce qu'il croyait que sa perspective était la seule qui comptait. Et finalement, ce n'est pas la richesse d'Emily qui l'a rendu petit. C'était le calme d'Emily parce qu'elle était entrée dans cette salle d'audience avec quelque chose qu'il n'avait pas, la clarté. Elle savait qui elle était avec ou sans l'approbation de qui que ce soit. Elle n'avait pas besoin de gagner. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Elle n'avait pas besoin de punir. Elle avait simplement besoin d'être libre de quelqu'un qui ne pouvait pas la voir au-delà de son propre ego. C'est ce qui a rendu la fin si finale. Pas le maillet, pas les documents, pas le chiffre sur un trust. La fin était finale parce qu'Emily a quitté la salle d'audience de la même manière qu'elle avait vécu toute sa vie. Calme, contrôlée et intouchable. Michael est resté en arrière avec la seule chose dont il ne pourrait jamais se débarrasser ou divorcer. La connaissance qu'il avait confondu le silence avec la faiblesse et la vérité troublante que la chose la plus dangereuse qu'une personne puisse faire est de rire de ce qu'elle ne comprend pas jusqu'au moment où la réalité corrige.